À quelques années, je dirais, des prochaines séances électorales législatives 2023, eh bien, les différents partis politiques affûtent déjà leurs âmes, surtout au sein de la mouvance présidentielle. Eh bien, la mouvance qui comptait jusque-là de grands blocs avec quelques partis satellites comme Moël Bénin, UDBN, PRD et bien d'autres, eh bien, optent pour la fusion. Aujourd'hui, par exemple, un grand événement politique, le congrès constitutif donc de la fusion entre l'UDBN et le Bloc républicain. Et les tout prochains jours, certainement, on verra d'autres aussi dans la même dynamique. Donc les blocs qui se consolident au niveau donc de la mouvance, mais au niveau de l'opposition. Les démissions continuent dans les partis politiques. On assiste à la création d'autres, même si ces partis annoncés pour être créés à partir donc, du week-end prochain n'ont pas encore une position fixe. Alors, que dire de sur cette reconfiguration du paysage politique à la veille des élections de 2023. Nous allons en parler aujourd'hui avec un acteur, je ne dirais pas forcément politique, un poète engagé, mais qui est un observateur de la vie socio-politique, qui va se prononcer également sur l'après-rencontre Patrice Talon et Boni Yahi, comme aujourd'hui par exemple le quotidien d'actualité l'a dit, le suspense toujours que deviennent les doléances de Boni Yahi auprès de Patrice Guillaume Talon. Donc on fera donc une analyse de l'actualité sociopolitique aujourd'hui avec Julien Kandé-Kansou. Monsieur Kansou, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Alors d'abord on va commencer donc avec l'événement du jour. Le Bénin qui, avant le politique bien entendu, le Bénin qui est donc élu membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Oui. Voilà, donc une fierté quand même pour la nation béninoise. Oui, c'est une fierté, et voilà, mais c'est une preuve du fait que les grandes nations ou l'international ne se préoccupent pas toujours du quotidien des peuples. C'est quand ça devient fort que des gens puissent vous aider. Donc, ça veut dire concrètement concrètement, avec tout ce qui s'est passé pour les droits de l'homme, la violation, la Cour africaine, et les violences préélectorales, même post-électorales, et l'exclusion d'un parlement monocolore. Vous avez été surpris de cette diplomatie déployée par le Bénin pour cette élection? J'ai été surpris pour le fait que, avec tout ce qui se passe, le Bénin puisse parler des droits de l'homme. Bon, c'est une doléance du gouvernement. Et comme nous savons que tout est politique, ce sont les intérêts qui comptent, on n'est pas surpris. Mais en réalité, c'est une fierté, mais en réalité, on se pose des questions pour dire est-ce que nous méritons vraiment d'être plébiscités à ce poste-là, vu tout ce qui s'est passé de 2016 à aujourd'hui? Répondez à la question. Je pense que nous ne sommes pas. On peut voir les conditions dans lesquelles les élections ont eu lieu, les violences préélectorales, les violences après les élections, les démarches en cours peut-être pour la paix. Nous ne sommes pas encore prêts à parler du droit sur le plan international. C'est peut-être un motif maintenant pour faire mieux dans ce sens. Si tant est que vous... Oui, c'est le souhait de tout le monde. Si c'est le pays en paix, tout le monde anti-profit, mais quand c'est en difficulté, le sommet ou les plus petits, tout le monde va partir aux conséquences. Donc c'est un début, mais moi je suis surpris que le Bénin soit retenu et être élu à ce poste-là. Une bonne diplomatie. Oui, c'est une diplomatie qui ne dit pas son nom. D'accord. Alors, cela se ressent aussi, même si on ne va plus parler de relations diplomatiques sur le plan politique. Beaucoup de mouvements. Voilà, donc l'événement du jour d'ailleurs, la fusion UDBN et Bloc républicain. Oui, les élections ont passé, les élections, je ne dirais pas présidentielles, législatives, ont montré ce que l'UDBN peut faire sur l'échiquier politique. Je pensais que les gens avaient annoncé, les amis hier me disaient, on avait annoncé la fusion de l'UDBN dans l'un des blocs, mais la présidente refusait parce qu'elle voulait décrocher des sièges, mais pour les élections législatives et les élections municipales, comme elle n'a pas eu de siège, et le quota de 10% n'est pas encore enlevé. Donc pourquoi continuer à prêcher dans le désert? Encore que si elle accepterait aller en fusion, quelques membres de son parti de base peuvent être positionnés dans des zones où, si le parti arrive toujours à maintenir
le CAP, elle pourrait décrocher des sièges en tant que députée. Et il faut voir aussi, aujourd'hui, elle est la présidente de l'Institut de féminisme. Oui, donc quand on vous donne quelque chose, il faut que vous donnez quelque chose en retour, peut-être. C'est votre là-dessus. Quand on a fait la promotion de la dame, on ne sera pas surpris du fait que... C'est deux choses différentes. Non, nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Il y a deux possibilités. La première possibilité est de dire, bon, voilà, si le quota de 10% existe toujours, et si je ne travaille pas davantage, et je ne pourrai pas avoir les maires ou les députés, ou avoir un président de la République. Et puis, est-ce que j'ai les moyens de cette politique? Est-ce que la configuration de l'actualité, de la vie politique aujourd'hui me permettrait d'aller jusqu'à ce niveau-là pour ne pas se montrer challenger du mouvement, du groupe politique que j'appartiens, c'est de la mouvance politique? Est-ce que j'ai les moyens? Et si elle fait les analyses, ou bien le parti fait les analyses pour dire que ce n'est pas possible que nous ayons en 2023 des députés avec notre politique d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Or, nous avons des gens, parce qu'un parti est viable quand le parti a des élus, quand le parti a les moyens de se faire entendre ou d'agir. Donc, on se dit, avec les têtes du pont du parti, on pourrait se dire, et si nous acceptons rentrer dans un bloc où 2 ou 3 personnes peut-être positionnées à des endroits où ces personnes peuvent devenir maires ou députés, là, ils vont continuer à militer à la base et continuer à travailler. De l'autre côté, la deuxième lecture qu'on peut faire est que, voilà, au départ, on a vu la présidente, elle était présidente, mais elle n'est plus présidente. Une autre femme a pris la tête du parti politique. Quelques temps plus tard, on a vu qu'elle a été nommée. Et quand vous êtes nommé, ce n'est pas une élection, ce n'est pas un concours, donc ce n'est pas forcément comment dit-il, vous avez la capacité ou vous avez le profil normal pour représenter. Donc quand vous faites des propositions politiques, on vous donne un budget, on vous donne un staff, on dit que madame, je souhaiterais que tu m'aides à consolider mes partis. Et en termes de deal, quand elle fait la première analyse, est-ce que nous pouvons avoir des sièges? Deuxième analyse, je suis là, et on me demande de consolider ce que je soutiens, pourquoi ne pas aller là-bas? Donc ça pourrait aider, un temps soit peu, bloc républicain, surtout dans Godomé, surtout dans Calavi, surtout dans Gloézé, à avoir un peu plus d'adhérents parce qu'il y a des gens qui prennent des partis comme leur fétiche ou si c'est tel parti, telle personne est là, nous allons soutenir ou quoi qu'en soit ce que la personne dit. Elle nous avait aidé pendant longtemps ou bien elle était notre secours, elle avait fait ci. Donc, je ne pourrais pas ne pas l'aider au moment où elle décide quelque chose qui peut-être pour moi n'est pas bien. Mais je souhaiterais l'aider. Donc, il y a des gens forcément qui sont des adeptes, entre guillemets, du parti UDBN et qui vont voir aujourd'hui UDBN dans le bloc républicain. Ils vont se dire pourquoi ne pas continuer à soutenir le parti à travers le bloc républicain. Encore que le parti, depuis 2016, s'est réclamé de la mouvance présidentielle, donc il n'y a pas quelque chose qui change. Maintenant, qu'est-ce qui me... Est-ce que ce sont des grands partis ou bien des partis qui font le fait d'appartenir à un parti qui fait que le parti a des élus? Je ne pense pas toujours, oui. Certes, il y a des partis dont le nom seulement, on a vu aux élections législatives et municipales passées ou FCBE dans le Nord, parce que les gens l'avaient pris comme fétiche, n'avaient pas la communication que le président Yahya Boni était parti du parti, donc les gens continuent de voter pour ce parti. Cela arrive. Mais le plus souvent pour des partis de la mouvance présidentielle, où on a vu UDBN participer aux élections, on a vu Pierre D et tous les autres partis satellitaires qui soutiennent la mouvance présidentielle et les deux blocs que nous connaissons de façon officielle, mais le taux de participation des élections n'était pas aussi grand. On a vu que les Béninois ne sont pas sortis massivement pour aller voter aux législatives, ne sont pas sortis massivement comme cela se faisait dans une ambiance de fête à aller voter au niveau des législatives, ce qui d'ailleurs fait qu'on n'a que des maires BR, des maires UP, quelques maires FCE. Donc, est-ce que cela va changer d'une manière ou d'une autre la pensée des Béninois? Parce que le Béninois, malheureusement ou heureusement aujourd'hui,
la technologie a évolué. La télévision, au départ, au Bénin, c'était une ou deux télévisions qu'on voyait. Et c'est blanc, noir, tout le monde n'en avait pas. La radio, c'est rare. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde a l'information en temps réel dans son téléphone. Donc, les gens savent ce qu'ils veulent faire. Est-ce que l'idéologie défendue, est-ce que c'est toujours la même? Est-ce que en donnant le pouvoir à UPR encore en 2023, nous n'allons pas assister encore au fait que le président se sentira super bien en place et pouvant réviser toutes les lois. Non, mais ça, c'est le peuple qui décide, on ne va pas... Non, ce sont des analyses que quand les gens font la fusion, quel serait l'intérêt de faire la fusion? J'ai donné les intérêts de faire la fusion. Quelle sera la lecture des Béninois? Vous savez, l'une des pratiques qui ont plus marché pour le président Talon et Djavon, quand ils étaient tous ensemble, pendant les élections de 2016, est que tout sauf le blanc, tout sauf France-Afrique. Donc, le Béninois peut-être en 2023 dit, si jamais les démocrates participent aux élections, parce que ce parti est de l'opposition radicale, si nous ne soutenons pas les démocrates et nous soutenons un des deux blocs, ou bien les deux blocs, on risque d'avoir la continuité dans la gestion du président Talon si nous ne sommes pas d'accord avec sa gestion. Donc, cela ne garantit en rien, les blocs aujourd'hui ne garantissent en rien le fait que 2023 sera une fête pour la mouvance présidentielle. Parce que, au-delà de tout, et comme le dit le président, c'est quand on tient les grands électeurs. Mais si on n'arrive plus à les tenir, si les gens peuvent participer librement aux élections, le peuple a toujours le dernier mot et le président en sait quelque chose. Donc, la fusion, oui, il y a des gens qui sont des adeptes qui vont toujours suivre. Mais ce n'est pas déjà un pari gaillard à l'avance. D'avance, les gens seront réticents pour dire, surtout 2023, si quelqu'un veut avoir des rêves pour les élections présidentielles de 2026, c'est 2023, ça se joue, il n'y a plus d'autres cartes. La seule carte d'avoir des parlementaires pouvant continuer à soutenir ou à faire blocage à certaines lois, c'est en 2023. Si c'est 2023 rate, il n'y a plus de chance. Donc l'enjeu de taille. De taille, c'est 2023. Pour l'opposition, mais également pour la mouvance. La mouvance, donc tout le monde. Mais quand on voit la mouvance aujourd'hui dans cette voie de consolidation, de mettre les forces politiques en communion, et quand on voit l'opposition qui reste toujours fragilisée. Non, l'opposition n'est pas fragilisée. Entre nous, nous avons un chef de file de l'opposition qui apparaît complètement isolé, avec un groupe aujourd'hui déplumé complètement. Vous savez, vous connaissez les types d'opposition, modérés, constructifs, de principe. Oui. Voilà, moi je suis très jeune, mais j'ai vu des choses. Je me suis intéressé à la politique depuis mon bas âge. Et voilà. En 2016, on a vu les plus grands partis politiques s'entourer autour de la candidature de Lionel Zinsou. Mais au finish, c'est 65%, 35%. C'est même pas 40 ou bien 50, 45. L'écart est tellement grand. Donc c'est le projet de société, la manière de faire la politique et puis l'homme qui sera désigné qui fait que les gens soutiennent X ou Y. Si les élections sont libres, il y a la condition de la liberté de choix de son candidat. Si cette liberté s'apparente, les gens peuvent faire des blocs sur blocs ou bien UP, BN peuvent se mettre ensemble et tous les autres partis qui se réclament de la mouvance présidentielle ou bien même de l'opposition modérée peuvent se mettre ensemble et il y a un seul candidat de l'autre côté et avec un simple parti. D'ailleurs, Soleil, que le Patrice Talon avait amené, qui connaissait ça, si ce n'est pas Léon Gabin, François Médé, qui avait rapporté ça dans les coulisses. Moi, j'ai vu, je ne connaissais pas le parti, là. Mais d'un coup, puisque les gens ne sont pas d'accord, les gens sont essoufflés par Niawé pendant longtemps, les gens ont dit, bon, voilà, nous avons d'autres alternatives. À 6 mois des élections présidentielles, on posait la question à Djavon, est-ce que tu seras candidat? Il dit, lui, n'aime pas la politique parce qu'il ne peut pas être ici. Il dit qu'il est ici à la fois. Mais à 6 mois, on a vu comment il a travaillé les troisièmes sur le plan national. Donc, ce n'est pas la grandeur. Et s'il a fait un parti qui est né, poisson et bougie, où c'est nouveau dans la tête de tout le monde, mais vous avez vu comment il a travaillé. Donc, ce n'est pas le fait que les gens se mettent ensemble. Qui sont ceux qui se mettent ensemble? C'est la première question. Et quel est l'intérêt pour le peuple?
qu'est-ce que le peuple rêve aujourd'hui. Donc c'est l'idéal qu'on peut avoir. Mais par rapport à la fragilité du parti de l'autre là, de Paul Orumpé, moi ça ne m'étonne en rien. J'avais déjà annoncé, les gens ne savaient pas que Yaïboni n'était plus dans le parti. Et puis les gens voulaient aussi aller aux élections. Ils savent que le peuple à la base peut continuer à soutenir parce que quand on voit Koukoum, on voit directement Yaïboni et à un moment donné on rêve encore de Yaïboni. Les gens ont soutenu sans voir ça. Mais ça, par exemple, à Savalou, les gens ont fait des démissions. Le président, je le traiterai d'un stratège qui a nommé le préfet des collines dans un milieu défavorable à la mouvance présidentielle. C'est-à-dire qu'il est issu de Bante, fief de Komikouchi, où la résistance était grande. Et là, on a eu la suspension du maire qui est là, et un nouveau maire est venu. Mais quand ceux-là, dans un environnement comme ça, ont déjà notre leader, un conseiller local, n'a pas beaucoup de moyens, mais qui voit celui qui est très proche du pouvoir, qui leur fait la cour et qui dit peut-être qu'en 2023, on peut vous faire des propositions alléchantes, les gens vont démissionner. Chef file de l'opposition, les gens, tout le monde sait comment les gens ont été chefs de file de l'opposition. C'était comment? Mais vous savez que le parti, comment le récépissé a été reçu par FCBE, comment la réconciliation n'a pas été une effectivité, comment Paul Orumpé refusait de montrer le récépissé au président d'honneur. Donc, entre guillemets, Malaki ne profite jamais. Vous voyez, il sera seul. Bon, certes, les gens me disaient hier dans un groupe où il aura le privilège d'être chef de file de l'opposition jusqu'en 2023. Mais il est un héros noir. Et lui-même n'est pas fier du fait qu'il soit le chef de... D'ailleurs, s'il était le chef de file de l'opposition, considéré même pas le pouvoir, ce n'est pas le président Yaïboni qui irait demander la libération des gens. C'est lui qui devait être reçu au palais. On n'a pas reçu le chef de file de l'opposition. Il a fait quand même des sorties dans ce sens. L'instance la plus décisive, l'instance qui permet de voir que oui, quelque chose veut se dessiner, c'est celui qui a le dernier mot, entre guillemets. Cette personne n'a pas fait la main tendue au chef de file de l'opposition. Vous voyez le paradoxe où ça ne m'étonne pas que notre ami n'ait plus personne derrière lui pratiquement parce que Rémi Agossou, qui Jozo ici, tous ceux-là ont refusé de rester. Donc il y a tellement un malaise profond après. Et vous voyez, quand on faisait la main tendue, c'est au chef de file de l'opposition devait faire ça. Oui, mais est-ce qu'avec cette organisation aujourd'hui au sein de l'opposition qui pratiquement n'existe pas, alors est-ce qu'on ne risque pas de répéter les mêmes choses? Non, l'opposition... C'est-à-dire quoi? On ne finira pas dire demain, oui, l'opposition n'existe pratiquement pas, le jeu sera peut-être joué seulement entre ces grands blocs encore de l'opposition. Est-ce qu'on n'aura pas encore les événements de 2019 bis? Vous avez... Pas forcément de la violence, mais une élection marquée sensiblement par une seule coloration avec ce jeu au niveau de l'opposition. Vous savez, l'opposition n'existe pas si il n'y a pas les démocrates qui participent aux élections. Parce qu'en 2019, souvenez-vous, il y a 4% les chiffres des réseaux sociaux de participation et 27% selon la Cour constitutionnelle. On n'a pas atteint 40% ni 50%. 22 d'abord selon la Sénat et puis la confirmation de 27%. Donc cela voudrait dire que tous ceux qui n'ont pas participé, ou la majorité de ceux qui n'ont pas participé, sont des gens de l'opposition. Les élections présidentielles, le président de la République même dit « sortez pour venir voter ». Lui-même, il sait qui sera élu. Maintenant, il veut le suffrage, le nombre de participation. C'est-à-dire le taux de participation il souhaiterait avoir. Ce n'est plus je serai élu qui est le problème, le taux de participation. Donc, tous ceux qui ne se sentent pas concernés par ces élections cherchent une alternative. Donc, il aura, le président, s'il veut, ça je le dis officiellement sur le plateau, s'il veut qu'il y ait la paix, de laisser tout le monde participer. Sinon, tous ceux qui, d'ailleurs, chaque jour se sentent davantage plus frustrés, vont finir par sortir encore davantage de leur gond. Et donc, si vous dites qu'il n'y a pas l'opposition est vraiment présente. Même plus présente, d'ailleurs, le président en est conscient. Donc l'opposition est plus présente. Mais quand on l'empêche de participer aux élections, c'est ça qui fait qu'on ne voit pas l'opposition. Et comme c'est un match amical où chaque personne... Mais si cette opposition est présente, comme vous le dites, pourquoi on ne la sent pas sur le terrain? Sur le débat, on ne la sent pas? Oui, les gens ont pris des options.
J'ai discuté avec Éric Oumrité, où il m'a dit sur des options. Pendant Parce longtemps... qu'il ne suffit pas de rester dans un long silence et après sortir quand il y a élection pour dire qu'on est de l'opposition. Il me disait, nous avions utilisé des stratégies qui n'avaient pas marché. Nous avions voulu communiquer, parler. Et puis, on nous a traités de terroristes. Maintenant, on cherche autre stratégie pour pouvoir agir. Donc, quand vous êtes en termes de combat... Mais est-ce que ce n'est pas ça, ce n'est pas un signe d'impuissance face à un régime qui est plus stratège, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, ce n'est pas un signe d'impuissance. Les gens sont capables de vous infiltrer à tout moment. De voler votre parti politique ou j'ai tout vu en 2021, de tout faire comme cela s'est passé en 2021. Et quand vous êtes... Il y a des vols de partis politiques. Vous sortez quand même des concepts. Mais ça, c'est nouveau. Le Bénin étonnera encore le vote. Donc, quand vous êtes en face des gens qui ont cette capacité... C'est plus intéressant. Il faut alors rester dans la mesure du possible. D'ailleurs, on appelle Rika Madougou pour dire elle est terroriste. Et le processus de la justice est en cours. Et son parti politique investit tout le pays. Commence par, vous savez comment le Béninois, l'atmosphère aime se manifester, puis on va à Parakou pour faire un meeting, pour demander la libération de Madougour ou des jeunes de façon volontaire commencent par casser des choses sans que le parti ne demande. On dira, on a justifié le fait qu'ils sont des partis violents. Vous avez vu Azatassou au départ qui a communiqué pendant longtemps sur le fait que nous ne sommes pas des terroristes. Donc, pour faire taire cette idée dans la tête de la communauté nationale et internationale, il faut une manière de communiquer. Et hier, j'ai lu sur la toile où Éric Oumrité disait, nous nous préparons pour les élections législatives et nous savons que nous aurons la majorité des élus. Et ce n'est pas une erreur de lecture. Si jamais les démocrates participent aux élections, ça fera mal, comme je vous avais dit. Non, c'est facile, ces déclarations. Puisqu'on a vu cette opposition réclamer cette alternance, on en a vu de la résistance... Mais qui n'ont jamais participé aux élections. Qui disaient quand même que l'alternative sera donc pour 2021. Mais Patrice Talon est toujours au pouvoir. Ils n'ont jamais... Quand on manque de stratégie, quand on manque de diplomatie sur le terrain, c'est comme ça. Non, vous savez... Est-ce que le peuple doit continuer toujours à faire confiance à ces acteurs de l'opposition? Vous savez, ce n'est pas peut-être manque de stratégie à ce niveau, mais je pense que le Béninois ne s'est pas préparé à la violence. Le Béninois s'est préparé au climat de « je ne veux pas, tu ne veux pas », et on tire un peu, on trouve le juste milieu, on participe. Mais Patrice Talon a été, intransigeant sur toute la ligne. Président, moi je me rappelle des choses, ça me fait pleurer, qu'il dit « si j'étais à votre place en 2019, je vais participer aux élections législatives ». Oui, c'est sûr, c'est lui, Patrice Talon. Lui qui a dit ça. Et que c'est parce que vous n'êtes pas prêt. Mais quand il veut désigner ou élire les maires, et l'ambition de Paul Oumpe, qui disait à Bopa, quand il était au pouvoir, celui qui a trahi, trahira, il parlait de Kofi Nago, a commencé par avoir des ambitions où les gens veulent leur donner plus de pouvoir aux maires de son parti FCBE où Atropo serait en difficulté d'être élu parce que ceux qui sont devenus des CA d'une manière ou d'une autre deviennent plus forts, plus puissants, où ils veulent aussi désigner leur maire. Il a modifié les lois au cours des élections sans tapage. Pourquoi vous accordez ça au chef de l'État quand on sait que les institutions sont indépendantes? Non, qu'elle est indépendante des institutions. On parle ici des lois, on parle de l'Assemblée, il s'agit des députés. Pourquoi vous lisez la main du chef de l'État derrière cela? En 2019, Monsieur Kandé. Oui, en 2019, on pouvait trouver les alternatives où on peut modifier les lois. On ne pourrait pas l'affirmer comme ça, l'interprétation des que lois, le chef de l'État modifie les lois, on ne pourra pas l'affirmer. L'interprétation des lois, mais le chef de l'État tenait, si j'étais moi, j'allais participer aux élections. Mais quand lui-même il s'est trouvé en difficulté, il a envoyé la loi, quoi est-il, le test à l'Assemblée, et nous savons que c'est le chef de l'État, je le répète. C'était pas un projet de loi, c'était une proposition, c'est une des députés. Les 83 députés, on ne dira pas que c'est le chef de les l'État. 83 députés sont acquis à sa cause. Et vous êtes
Aujourd'hui, maintenant, mon Parlement me fait tellement rire où il n'y a même plus de questions orales. C'est de rares fois de questions orales au gouvernement. Donc, ce sont des gens acquis à la cour du chef de l'État et qui ne peuvent pas faire autre chose que la volonté du chef d'État. Donc l'opposition, je reviens, l'opposition est présente. Et l'opposant, ce n'est pas Eric Koungheté, ce n'est pas Haïboni, c'est vous et moi. Ceux qui veulent que les choses changent, ceux qui sont des fonctionnaires de l'État et la loi sur l'embauche ne les intéresse plus. Non, et nous, on n'est pas dans la politique. Tout le monde, vous êtes un citoyen, vous votez. Nous sommes citoyens. Vous votez. Le citoyen, c'est le citoyen qui a la possibilité de choisir un camp. Soit la mouvance ou l'opposition. Donc le jour où vous irez dans l'isoloir pour voter, soit vous faites bulletin nul ou bien vous choisissez un des deux camps en position. Donc quand on dit il y a des têtes de pont, mais la base, ce sont des citoyens, c'est le peuple même qui décide s'il y a de l'opposition ou si c'est la continuité qu'elle choisit. Très bien. Alors, on n'a pas pu donc avoir le temps donc d'évoquer donc les doléances, ce que deviennent les doléances de Boni Yaye. Je crois que nous aurons le temps d'en parler si tout va bien la semaine prochaine avec vous, Monsieur Julien Kandé Kansou. Merci d'avoir donc partagé avec nous votre analyse donc de la situation sociopolitique marquée donc par beaucoup de mouvements au sein donc de ces partis politiques à la veille des élections de 2023, l'événement du jour, donc la fusion annoncée des biens et bloc républicain. Votre lecture donc a été donc entendue de tous ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Nous allons donc continuer avec Martin Ndeden. Dans un instant, nous allons installer Frédéric Espoir Mambo pour la chronique d'espoir. Ensuite, l'horoscope avec Ahmed Arepa. Et puis, on laisse la place à Anno Moriagua dans la chronique société. Difficile de compter sur les écureuils, bien sûr. Anno Moriagua qui reviendra certainement sur cette dernière rencontre entre le Bénin et la Tanzanie. Le Bénin aurait pu, oui, se relancer complètement dans cette compétition des éliminatoires pour donc, la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais il faudra encore attendre les deux dernières rencontres pour voir si le Bénin pourra jouer donc continuer avec donc les barrages. Merci à vous, donc Julien Kandé Kansou.